Il y avait des noms qu'elle refusait de prononcer, des silences qui pesaient plus lourds que des aveux, des absences dans ses récits, dans ses mémoires, dans ses interviews, comme des fantômes qu'elle avait choisi d'enterrer vivants, non par vengeance, non par rancœur, mais parce que pour Tina Turner, la dignité n'était pas une posture, c'était une condition essentielle à la survie, une ligne invisible qu'on ne franchissait jamais sans conséquence. Une frontière entre ce qu'on pouvait pardonner et ce qu'on devait effacer pour continuer à avancer. Dans un monde qui la voyait comme inébranlable, comme une force de la nature, comme une icône indestructible, elle portait en elle une liste privée, discrète, jamais révélée, mais toujours présente, une liste de 6 noms, 6 musiciens, 6 hommes qu'elle avait admirés, respectés, aimés parfois, et qu'elle avait fini par bannir de sa vie, non pas parce qu'ils avaient trahi une promesse, mais parce qu'ils avaient trahi ce qu'elle était devenue après avoir tout perdu, après avoir tout reconstruit, après avoir appris que la force ne se mesure pas à la puissance d'une voix, mais à la capacité de se relever sans jamais se trahir. Pour Tina, la trahison n'était pas une affaire de mots, c'était une affaire de respect, et quand ce respect était piétiné, quand la confiance était réduite à une plaisanterie ou à un silence complice, elle ne criait pas, elle ne se justifiait pas, elle partait, sans fracas, sans explication, sans retour, car elle avait appris, au prix de la douleur, que certaines blessures ne se soignent pas par le pardon, mais par l'oubli volontaire, par l'effacement, par le silence définitif. Avant qu'elle ne devienne Tina Turner, avant les ovations debout, les disques vendus à des millions d'exemplaires, les arènes pleines à craquer, les robes scintillantes, les talons aiguilles qui claquaient comme des coups de feu sur scène, elle était simplement Anna Mae Bullock, une adolescente du village rural de Nutbush, dans le Tennessee, une petite fille née dans une maison en bois au milieu des champs de coton, entourée de silence, de solitude et de rêves trop grands pour ce monde étroit. Où la musique n'était pas un art, mais une échappatoire, une prière murmurée dans l'obscurité, une voix qui montait du fond des tripes comme un cri de révolte contre une existence trop petite pour contenir son âme. Sa voix, déjà, était brute, puissante, non façonnée, mais elle portait en elle quelque chose de différent, quelque chose qu'on ne pouvait ignorer, une intensité, une urgence, une émotion si profonde qu'elle semblait venir d'un autre monde, d'une autre vie, d'une souffrance ancienne qu'elle n'avait pas encore vécue, comme si cette voix avait été forgée dans le feu de combat qu'elle n'avait pas encore livré. Cette voix, un jour, allait changer l'histoire de la musique, mais d'abord, elle allait servir à survivre, à traverser les nuits sans sommeil, les coups, les humiliations, les promesses brisées, les rêves piétinés, car pour Tina, la musique n'était pas un divertissement, c'était une arme, un bouclier, une prière, une façon de dire « je suis encore là » quand tout semblait vouloir l'effacer. C'est dans ce contexte de pauvreté, de solitude et d'aspiration silencieuse qu'elle croisa la route Dick Turner en 1957, au Club Manhattan à East St. Louis, un lieu enfumé, bruyant, vibrant, où la musique n'était pas un art, mais une arme, un moyen de s'arracher à la misère, un monde de rythme, de sueur, de désir et de danger. Ike, alors chef d'orchestre respecté, réputé pour fabriquer des stars dans l'ombre, remarqua immédiatement quelque chose en elle lorsqu'elle s'empara du micro pendant une pause et chanta un blues avec une intensité qui fit taire la salle, une voix qui semblait venir des profondeurs de la terre, une émotion si brute qu'elle transperçait les murs du club. Il l'invita à rejoindre son groupe, les Kings of Rhythm, lui donna un nouveau nom, Tina Turner, et commença à la propulser comme la figure de proue de leur formation, transformant une jeune fille timide en une bête de scène, une femme fatale, une icône naissante. Au début, cette opportunité ressemblait à un salut, une chance inespérée, une porte ouverte sur un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé, un monde de scène, de disques, de télévision, de voyages, de gloire. Tina était jeune, talentueuse, affamée de reconnaissance, avide de réussir, et elle croyait en ce rêve, elle y croyait avec toute la naïveté de ceux qui n'ont jamais connu la trahison, qui pensent que le talent suffit, que le travail paie, que l'amour peut être sincère. Ils commencèrent à enregistrer ensemble, et très vite, leur single A Fool in Love, en 1960, devint un tube planétaire, marquant le début d'une ascension fulgurante. Pendant la décennie suivante, le Ike et Tina Turner revue devint l'un des groupes les plus électrisants du pays, une machine de spectacle vivante, une tempête de voix, de danse, de rythme et de passion, une formation dont la réputation n'était plus seulement musicale, mais mythique, une expérience qu'on ne pouvait pas seulement écouter, mais vivre, ressentir, subir. Avec des titres comme River Deep ou Mountain High, Prumari, Nutbush City Limi, ils tournèrent sans relâche, donnant plus de 250 concerts par an, traversant les États-Unis, l'Europe, le Japon, laissant derrière eux des arènes en liesse, des souvenirs inoubliables, des légendes en gestation.
Mais derrière les voix puissantes, les chorégraphies millimétrées, les sourires éclatants et les paillettes, se cachait une vérité bien plus sombre, une vérité que Tina garda secrète pendant des années, une vérité qu'elle ne révéla qu'au prix d'un immense courage. Car parler, c'était rouvrir des plaies, c'était trahir une image, c'était risquer de perdre ce qu'elle avait reconstruit à la sueur de son front. Le partenariat professionnel s'était rapidement transformé en relation personnelle. Ils se marièrent en 1962, mais selon Tina, ce mariage n'avait rien de romantique. C'était une cérémonie bâclée à Tijuana, suivie d'une nuit humiliante dans un bordel, une expérience qu'elle ne rendit publique que bien plus tard, dans son autobiographie, Tina, un livre qui allait bouleverser le monde. Leur mariage n'était pas fondé sur l'amour. Il reposait sur le contrôle, sur la domination, sur la peur. Ike gérait chaque aspect de la vie de Tina, son nom de scène qu'il avait légalement déposé afin de pouvoir la remplacer si elle partait, son argent, ses costumes, son emploi du temps, ses décisions artistiques, comme s'il détenait non seulement sa carrière, mais son identité. Il était violent, paranoïaque, dépendant à la cocaïne, et il la frappait avec tout ce qui lui tombait sous la main, cintres, chaussures, téléphone, poêle, bouteille. Un jour, il lui jeta un fer à repasser brûlant au visage, provoquant des brûlures profondes qui marquèrent sa peau et son âme. Il la violait après les coups, la terrorisait par des menaces, des insultes, des humiliations constantes, lui répétant sans cesse qu'elle ne valait rien, qu'elle était moche, qu'elle ne pouvait pas chanter seule, que personne d'autre ne voudrait d'elle, que sans lui, elle n'était rien. Et elle le croyait, parce que quand on entend quelque chose des milliers de fois, quand on le vit chaque jour, chaque nuit, chaque seconde, on finit par l'intégrer, par le faire sien, par penser que c'est la vérité. Pendant des années, elle chantait avec des côtes cassées, cachait ses bleus sous du maquillage épais, portait des perruques pour dissimuler les dégâts causés par les coups, par les tirages de cheveux, par les objets lancés au visage. En coulisses, elle était seule, brisée, terrorisée, repliée sur elle-même comme un animal blessé. Sur scène, elle était électrique, portée par l'adrénaline, la peur et l'instinct de survie, transformant chaque performance en une bataille, chaque pas en une victoire, chaque note en un acte de résistance. Ce n'était pas de la force, disait son assistante Rhonda Graham. C'était un traumatisme déguisé en paillettes, une souffrance transformée en spectacle, une douleur qui dansait, qui souriait, qui criait, mais qui ne guérissait jamais. En 1968, après une période particulièrement violente et une immense fatigue mentale, Tina tenta de se suicider en avalant une poignée de somnifères. Elle survécut de justesse, et continua, parce qu'elle n'avait pas le droit de mourir, parce que ses enfants comptaient sur elle, parce que quelque part, au fond d'elle, une petite flamme refusait de s'éteindre. Enfin, en juillet 1976, lors d'une tournée à Dallas, tout s'effondra. Après une énième agression dans leur limousine, une de ces violences qui avaient rythmé leur vie depuis des années, Tina s'enfuit. En robe de scène, vêtue d'un simple tailleur blanc, pieds nus, elle traversa une autoroute en pleine nuit, les mains tremblantes, le cœur battant, les jambes flageolantes, entra dans un motel voisin et s'enregistra sous un faux nom. Elle n'avait que 36 ans et une carte d'essence. Elle disparut du monde d'Ike, non pour fuir, mais pour exister, pour redevenir elle-même, pour reprendre possession de son nom, de sa voix, de sa vie. Ce qui suivit fut un cauchemar juridique et financier. Tina n'avait ni argent, ni avocat, ni droit sur leur carrière commune. Mais au tribunal, elle ne demanda qu'une seule chose, son nom. « Je l'ai mérité », déclara-t-elle au juge, les yeux droits, la voix ferme, sans hésitation. Elle renonça à toutes les royalties, au studio d'enregistrement, aux biens matériels, à tout ce qu'ils avaient construit ensemble, parce qu'elle savait que ce n'était pas à elle, que c'était à lui, que c'était le fruit de la soumission. Elle recommença à zéro, chantant dans de petites salles, vivant grâce aux bons alimentaires, portant seule le poids de son traumatisme, sans pitié, sans aide, sans illusion. Pendant des années, Tina refusa de parler publiquement de l'abus. Elle ne voulait pas être une victime. Elle voulait être une survivante. Lorsqu'elle raconta enfin son histoire dans son autobiographie de 1986, Tina, le monde fut bouleversé. Des millions de femmes se reconnurent dans son récit, des milliers d'hommes comprirent enfin ce que signifiait la violence conjugale. Mais elle n'écrivait pas par vengeance. Elle écrivait pour se libérer, pour dire que ce qu'on lui avait fait n'était pas son destin, que sa douleur n'était pas une faiblesse, que sa voix n'était pas un ornement, mais une arme. Ike Turner mourut en 2007. Tina n'assista pas aux funérailles. Un porte-parole déclara simplement « Elle n'a eu aucun contact avec lui depuis plus de 30 ans. » Aucun autre commentaire. Ce silence en disait plus que n'importe quel discours. Ike Turner n'était pas seulement son premier bourreau.
Il était la raison pour laquelle elle était devenue indestructible. Et la seule personne qu'elle ne put jamais pardonner. Si cette histoire vous touche, si vous voulez comprendre ce que signifie survivre, se relever, reconstruire à partir de rien, alors abonnez-vous dès maintenant à Star et Secret et activez la cloche de notification, car ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce n'est pas seulement une biographie, ce n'est pas seulement une succession de faits, c'est une leçon de vie, une plongée dans l'âme d'une femme qui a tout perdu, qui a été brisée, humiliée, méprisée, et qui a choisi de se battre non pas pour la gloire, non pas pour la vengeance, mais pour elle-même, pour sa dignité, pour sa liberté, et parce que parfois, les plus grandes légendes ne sont pas celles qui naissent dans la lumière, mais celles qui émergent des ténèbres. Mais Ike n'était pas le seul. Il y avait d'autres noms, d'autres trahisons, d'autres silences. Et parmi eux, Elton John, un homme dont la gloire semblait égaler la sienne, dont le talent était incontestable, mais dont l'attitude, ce jour-là, brisa quelque chose de précieux, quelque chose qu'on ne peut pas réparer par un sourire en coulisses ou une poignée de main pour les caméras. Dans le monde de la musique, certaines collaborations semblent écrites d'avance, comme si le destin avait tracé une route commune pour deux géants. Tina Turner et Elton John, deux titans de la scène, du charisme et du talent brut, étaient censés briller ensemble, unir leurs voix, leurs énergies, leur public, pour créer un moment historique, une performance qui resterait gravée dans les mémoires. Tous deux avaient redéfini ce que signifiait être un artiste en live. Tous deux avaient survécu aux tempêtes, brisé les frontières, tenu bon dans une industrie impitoyable, changeante, cruelle. Alors, lorsqu'un concert télévisé marquant le passage au nouveau millénaire proposa une collaboration entre eux, la réaction fut unanime. Ce serait historique, un sommet, une apothéose. Mais toutes les scènes ne sont pas faites pour l'harmonie. Et toutes les légendes ne jouent pas selon les mêmes règles. En 1999, Tina avait 60 ans et était toujours inarrêtable. Sa tournée 24/7 allait devenir la plus lucrative de l'année, une preuve que l'âge n'était pas un obstacle, que la passion pouvait brûler plus fort avec le temps. Elton, lui aussi, était en pleine renaissance, remplissant des arènes, poursuivant son héritage en tant que l'un des artistes les plus flamboyants et respectés du monde, un homme dont la musique avait bercé des générations. L'idée était de les réunir pour un duo spécial dans le cadre d'un grand concert télévisé célébrant le passage au nouveau millénaire, un moment symbolique, une passerelle entre le passé et l'avenir. Mais en coulisses, la collaboration commença à se fissurer bien avant que les caméras ne tournent, car ce qui unit sur scène ne suffit pas toujours à créer une alchimie humaine. Tina avait toujours été reconnue pour sa discipline, son exigence, son professionnalisme absolu. Elle attendait du respect, de la précision, de la sincérité à chaque répétition. Elle avait traversé trop d'épreuves, trop de trahisons, trop d'humiliations pour tolérer la moindre désinvolture. Elton, malgré son génie, avait un autre rythme, plus relâché, plus improvisé, entouré d'un entourage peu habitué à entendre un ton, habitué à ce que tout tourne autour de lui, à ce que le génie excuse l'arrogance. Leurs répétitions devinrent un champ de bataille. Selon une choriste présente à la séance, Tina interrompit le groupe en plein morceau lors d'une des premières répétitions. Le tempo n'était pas bon, les transitions manquaient de fluidité, et surtout, Elton n'était pas pleinement impliqué, distrait, distant, comme si ce moment n'était qu'un divertissement parmi d'autres. Elle s'adressa directement à lui, sans agressivité, mais avec une clarté absolue. « Il faut qu'on resserre ça. » Son ton n'était pas celui d'une star, mais d'une artiste qui savait ce qu'elle voulait. Mais Elton explosa. Il l'accusa d'agir comme un sergent instructeur, d'être trop autoritaire, trop rigide, trop exigeante. Il aurait déclaré « Elle est impossible à côtoyer ». La pièce devint silencieuse. Puis vinrent les cris, les portes qui claquaient. À un moment, un pied de micro fut renversé et brisé au sol, comme un symbole de ce qui ne pouvait plus être réparé. Ils terminèrent la répétition quelques jours plus tard, mais le mal était fait. La chimie ne revint jamais. Sur scène, ils souriaient, ils chantaient, ils bougeaient, mais leurs regards ne se croisaient jamais. Chaque geste était chorégraphié, chaque mot répété, chaque sourire calculé. Ce n'était qu'une performance. Rien de plus. Elton parla plus tard de l'expérience à la radio. Lorsqu'on lui demanda comment c'était de travailler avec Tina, il rit à moitié et la qualifia de « difficile », comme s'il s'agissait d'un défaut, alors que pour Tina, c'était simplement une question de respect. Mais Tina ne dit rien publiquement, ni en interview, ni dans ses livres, même lorsque les journalistes la questionnèrent des années plus tard. Son silence, comme toujours, en disait bien plus qu'un gros titre. Ceux qui la connaissaient savaient ce qu'elle pensait réellement. « Il est brillant, mais fragile », confia-t-elle à un ami de longue date.
Elle respectait son talent, mais pensait qu'il laissait son ego saboter sa grandeur, qu'il confondait l'arrogance avec l'assurance, la provocation avec l'authenticité. Pour elle, l'art, c'était du feu et de la concentration, pas du clinquant et des caprices. Ce n'était pas l'attention qui la dérangeait. C'était le manque de respect. Après tout ce qu'elle avait surmonté, l'industrie, le racisme, le sexisme, elle avait gagné le droit d'être prise au sérieux, pas idolâtrée, pas adulée, juste respectée. Et quand Elton ne répondit pas à cette attente, la porte se referma discrètement. Elle ne retravailla jamais avec lui. Ne reparla jamais de lui. Pour Tina Turner, ce n'était pas une rancune. C'était de la survie. Et puis il y eut Madonna. Pas une ennemie. Pas une rivale. Mais une ombre. Une ombre qui grandissait, qui absorbait la lumière, qui effaçait le passé. Au milieu des années 1980, Tina Turner avait accompli l'impossible. Elle avait reconstruit sa carrière à partir de rien, sans manager, sans mari, sans maison de disques pour lui dicter qui elle devait être. À 44 ans, elle sortait Private Dancer, un album qui se vendit à plus de 10 millions d'exemplaires et donna naissance à une série de tubes mondiaux. What Has Love Got to Do With It? Better Be Good to Me, Private Dancer. Ce n'était pas juste un retour. C'était une réécriture de l'histoire, une preuve que la renaissance était possible, que l'âge n'était pas une limite, que la force pouvait venir après la chute. Mais alors que Tina consolidait sa légende, une voix plus jeune s'élevait, plus bruyante, plus provocante, sans aucune excuse. Madonna n'était pas qu'une pop star. C'était une tornade, une révolution, une femme qui brisait les codes, les tabous, les conventions. Et les médias adoraient la comparaison. Elle portait du cuir, dansait sans retenue, arpentait la scène comme si elle en était la propriétaire. Les critiques disaient qu'elle suivait les traces de Tina Turner. Les fans l'appelaient la nouvelle reine de la pop. Mais en coulisses, Tina n'acceptait pas cette étiquette. Car pour elle, Madonna ne marchait pas dans ses pas. Elle les piétinait, en ignorant celle qui avait ouvert la voie, en oubliant que sans Tina, sans sa lutte, sans sa souffrance, sans sa résilience, il n'y aurait pas eu de place pour une Madonna. Tina ne craignait pas l'imitation. Ce qu'elle ne supportait pas, c'était l'effacement. Dans des interviews à la fin des années 1980 et au début des années 1990, Madonna lança des commentaires subtils mais piquants sur les artistes déconnectés, hors d'âge, ou plus capables de suivre. Elle ne cita jamais Tina. Mais le timing ne laissait aucun doute. Tina, alors dans la quarantaine avancée, figurait encore dans les charts, remplissait les salles, dansait en talons pendant 2 heures sans faiblir. Elle ne disparaissait pas. Elle élevait la norme. Et pourtant, le message du camp Madonna était clair, il est temps de laisser la place. En 1992, elles furent toutes deux invitées à une soirée de gala, un événement en smoking, plein de journalistes, de producteurs et de figures royales de l'industrie. Madonna arriva déguisée, entourée de caméras, comme une diva. Tina arriva plus tard, élégante mais distante, parfaitement consciente des gros titres à venir. Elles ne se parlèrent pas. Aucun sourire. Même pas un hochement de tête. Un journaliste nota à quel point les organisateurs avaient pris soin de les asseoir loin l'une de l'autre. Un autre murmura que Tina avait spécifiquement demandé aucune interaction. Lorsqu'on lui demanda plus tard si elles avaient envisagé une collaboration, Tina répondit simplement « Nous faisons des choses différentes. » Rien d'autre. Pas de querelle. Pas de rumeur. Juste un silence tranchant, clair, définitif. Mais ce n'était pas une affaire de personnalité. C'était une question de principe. Tina Turner s'était battue pour redéfinir ce que pouvait être une femme dans la musique. Elle n'était pas devenue star à 20 ans. Elle était devenue légende à 40. Elle avait prouvé que le pouvoir ne s'éteint pas avec l'âge, que la sensualité ne se périme pas, que survivre peut être magnifique. Et quand elle vit une star plus jeune rejeter ce message, ce n'était pas seulement blessant. C'était un affront à tout ce pourquoi elle s'était saignée. C'est elle qui a ouvert la voie, déclara un ancien musicien. Et elle s'attendait à ce que les gens le sachent. Pas à ce qu'on l'adore. Juste à ce qu'on le reconnaisse. Au fil des années, Madonna tenta vaguement de reconnaître son influence. Mais Tina n'en tint jamais compte. Elle ne jouait pas aux fausses alliances. Pas de selfie public. Pas de poignée de main pour les caméras. Pour elle, le respect ne se gagne pas par un titre de presse. Il se donne quand ça compte. Et quand ce n'était pas le cas, elle tournait la page sans jamais se retourner. David Bowie. Un homme qu'elle admirait. Un artiste qu'elle respectait. Un esprit libre, comme elle. Mais un homme qui, un soir, brisa tout.
Tina Turner n'idolâtrait pas grand monde. Après tout ce qu'elle avait traversé, les années d'adoration publique mêlées à l'humiliation privée, les nuits où elle chantait avec des côtes fracturées, où elle souriait après la violence, l'admiration n'était pas quelque chose qu'elle offrait à la légère. Mais en David Bowie, elle voyait autre chose. Un esprit frère, peut-être. Un artiste intrépide, sans étiquette, en constante évolution, un homme qui brisait les règles et survivait aux représailles. Elle respectait cela. Elle le respectait, lui. Au début des années 1980, alors que Tina préparait son incroyable retour avec Private Dancer, elle et Bowie fréquentaient souvent les mêmes cercles. Tous deux travaillaient avec Capitol Records. Tous deux étaient vus comme des rebelles. Bowie par ses réinventions. Tina par sa renaissance. Une collaboration entre eux semblait non seulement possible, mais inévitable. Les producteurs en parlaient à voix basse. Les managers proposaient des idées. La presse spéculait. Bowie lui-même faisait l'éloge de Tina en interview, la qualifiant de l'une des voix les plus captivantes du rock. Tina était ouverte à l'idée. Elle faisait confiance à son talent. Elle pensait qu'il comprenait ce que signifiait survivre dans une industrie qui broyait des gens comme elle. Puis, en 1983. Cette année-là, lors d'une soirée privée de l'industrie à Londres, organisée par un grand cadre de maison de disques, Tina et David se retrouvèrent dans la même pièce. Cela aurait dû être une rencontre d'esprit. Ce fut plutôt une rupture silencieuse. Selon un ancien cadre de Capitol Records présent ce soir-là, Bowie buvait déjà. Il était charmant, bruyant, entouré d'admirateurs. La conversation dériva vers l'image, la célébrité, le prix du succès. Puis il fit une blague. Il fit allusion au passé de Tina avec Ike, sa blessure la plus intime, la plus douloureuse, et rit en disant quelque chose comme « Eh bien, ça forge le caractère, non ?» Tina se trouvait à seulement quelques mètres. Elle ne cria pas. Elle ne le confronta pas. Elle ne prononça même pas un mot. Elle se contenta de sourire, ce sourire poli et crispé qui cachait bien plus qu'il ne montrait, et quitta la pièce. Ce soir-là, elle prit une décision. Elle ne répondit plus jamais à ses appels. Elle ne reparla jamais de lui. Dans les années suivantes, l'équipe de Bowie insista. On proposa des concepts, des sessions studio. Mais Tina refusa systématiquement. Lorsqu'un producteur tenta de la faire changer d'avis, sa réponse fut brève et définitive. « Ce n'est pas prévu. Ne me reposez jamais la question. » Elle ne parla jamais publiquement de l'incident. Ni en interview. Ni dans ses livres. Mais ceux qui la connaissaient savaient que ce silence était intentionnel. Pour Tina, ce que Bowie avait fait n'était pas une simple remarque déplacée. C'était une trahison. Une piqûre de rappel que même ceux qu'on admire, même ceux qui, comme elle, avaient survécu, pouvaient réduire votre douleur à une blague d'une seule phrase. Elle avait survécu à l'industrie. À ceux qui la disaient finie. Et à travers tout cela, elle avait conservé sa dignité. Mais ce soir-là, Bowie avait transformé son traumatisme en punchline. Et pour Tina Turner, il n'y avait pas de retour possible après ça. Le pardon n'était pas un automatisme pour elle. Il se méritait. Et en 1983, David Bowie le perdit en 5 secondes. Aretha Franklin. La reine de la soul. Deux noms dominaient tout. Tina Turner et Aretha Franklin. Deux puissances vocales. Deux icônes. Et pendant des décennies, deux femmes couronnées par le monde, la reine du rock'n'roll et la reine de la soul. Mais derrière les couronnes se cachait une tension sourde. Jamais scandaleuse. Jamais explosive. Mais toujours là. Il n'y eut ni cri en coulisses, ni drame public. Juste un silence, froid, calculé, persistant. Leur carrière avait toujours évolué en parallèle. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, Aretha régnait sur les charts, gorgée de gospel, tandis que Tina, avec le Ike et Tina Turner revus, électrisait les scènes avec son énergie brute et son style inclassable. Toutes deux avaient brisé les attentes sur ce que les femmes noires pouvaient accomplir dans l'industrie musicale. Toutes deux avaient grandi dans un monde qui ne voulait couronner qu'une seule reine. Mais lorsque Tina commença à s'émanciper de l'ombre d'Ike pour affirmer sa carrière solo, une ligne se traça silencieusement. Les murmures d'un conflit s'amplifièrent en coulisses. Pour certains, c'était inévitable. Deux reines ne partagent pas un trône. Pour d'autres, c'était personnel. Selon plusieurs sources, tout aurait commencé lors d'une répétition pour une cérémonie de remise de prix à New York en 1971. Les deux femmes figuraient sur le même programme. L'ambiance était tendue. Personne ne savait qui clôturerait la soirée.
Pendant une pause, Aretha aurait dit à un collègue à propos de Tina, elle crie. Moi, je chante. La phrase ne fut jamais imprimée dans les magazines, mais elle voyagea des loges aux bus de tournée, des studios aux coulisses. Tina l'entendit. Et elle ne l'oublia jamais. Elle ne répondit pas publiquement. Elle ne se défendit pas en interview. Ce n'était pas son style. À la place, elle laissa ses performances parler pour elle. Chaque standing ovation, chaque salle comble, chaque show télévisé, c'était sa réplique. En 1983, des producteurs proposèrent un duo aux Grammy Awards entre les deux chanteuses. Aretha accepta. Tina refusa. Sans déclaration. Sans explication. Juste un refus silencieux. Ceux qui la connaissaient savaient. Elle ne voyait pas l'intérêt de faire semblant d'embrasser une femme qui un jour avait réduit son article. Au fil des ans, leurs chemins se croisèrent, galas, concerts caritatifs, cérémonies de l'industrie, mais elles n'échangèrent jamais réellement. Pas de loge partagée. Pas de performance conjointe. Rien au-delà des politesses les plus formelles. Pour le public, cela ressemblait à un respect mutuel. Mais pour ceux qui connaissaient Tina, c'était bien plus glacial. Elle n'a jamais considéré Aretha comme une amie, confia une ancienne assistante. Il y avait du respect, oui, pour son talent, pour son héritage, mais aucune chaleur. Tina ne faisait pas semblant de créer une sororité. Quand Aretha Franklin mourut en 2018, les hommages affluèrent du monde entier. Tina publia un bref communiqué, la qualifiant de « l'une des véritables grandes » et saluant sa contribution à la musique soul. Mais elle ne l'appela pas sa sœur. Elle ne mentionna aucun souvenir personnel. C'était professionnel. Poli. Distant. Car pour Tina, la loyauté n'était pas optionnelle. Et une fois la ligne franchie, une fois sa valeur remise en question, elle ne cherchait pas la confrontation. Elle effaçait. La phrase « elle crie ». Moi, je chante, devint légendaire dans le monde de la musique. Mais pour Tina Turner, elle devint autre chose. Une frontière. Un point final. Et vous, laquelle de ces histoires vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez été touché par le courage, la dignité et la force de Tina Turner, alors laissez un pouce bleu sur cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous à Star et Secret. Parce que derrière chaque star, il y a un secret. Et nous, on les révèle.